Bonjour et bienvenue sur Zion News. Aujourd'hui, nous sommes avec Thomas Struck, réalisateur de Miraculous et Chat Noir. Bonjour Thomas Struck. Bonjour. Avant Miraculous, quelle a été vos premières réalisations? Avant Miraculous, j'ai réalisé la première série que j'ai réalisée, s'appelle Mikido. Mickey. C'est passé sur France Télévisions. Et après, j'ai travaillé sur quelques épisodes de Wakfu. Wakfu. Est-ce que vous dessiniez déjà des personnages petits? Ah oui, depuis tout petit, ouais. Depuis tout petit, je regardais les choses à la télé, je regardais des dessins animés à la télé, ou des films, ou des bandes dessinées, puis je refaisais des bandes dessinées ou des dessins basés sur ces personnages-là. Voilà. Ouais, je faisais ça depuis tout petit, j'ai jamais arrêté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Je sais pas, parce qu'en fait, je fais ça depuis tout petit, donc en fait, la question ne s'est pas vraiment posée. C'est juste naturel pour moi de raconter des histoires avec des personnages comme ça. Je pourrais pas dire d'où ça vient. La vraie question, ça a été à quel moment on se dit tiens, je vais en faire mon métier. J'aime ça et donc je vais en faire mon métier. Et surtout, comment je vais y arriver. C'était surtout ça la vraie question. Parce que ça venait d'enfance, donc c'était... Ouais. Vous avez travaillé sur quelle série et film avant de créer vos propres personnages? J'ai bossé sur pas mal de trucs. Les trucs les plus connus en dessin animé, ça doit être avant Miraculous, ça doit être Totally Spies. Ah, vous êtes réalisateur de Non, j'ai pas réalisé Totally Spies, j'étais assistant réalisateur. Ah, quand? J'ai travaillé sur Code Lyoko aussi. J'ai travaillé sur plein de dessins animés. Et j'ai travaillé aussi un petit peu dans le cinéma de prise de vue réelle. Donc j'ai travaillé essentiellement avec Alain Chabat. J'ai fait les storyboards de ses premiers films. J'ai fait les storyboards d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. J'ai travaillé sur le storyboard d'un film qui a jamais vu le jour. Il a préféré arrêter le film avant que le tournage commence. Ça s'appelait Martagnol et Mousqueton. C'était censé être une comédie d'aventure, un truc de KPDP, un truc de mousquetaire avec Jamel Debbouze et ah, je me rappelle plus. Gad Elmaleh. Oui, c'est ça. Gad Elmaleh. Ah, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. C'était très bien, ça aurait été très très bien, le script était très très drôle, ça aurait été vraiment une comédie d'aventure à l'ancienne, comme Belmondo on faisait, ça aurait été très marrant. Mais bon, ça s'est jamais fait. Et j'ai aussi travaillé sur le storyboard du Marsupilami. Ah, le premier? Ouais, bah, celui fait par Alain Chabat, là. Pas celui qui sort avec Bastien Lachaud, mais celui d'Alain Chabat. Est-ce que vous avez rencontré une personne qui a fait que ça vous a donné encore plus l'envie de faire ce métier? Plus l'envie, surtout des gens qui m'ont donné confiance et qui m'ont Oui. dit, qui m'ont fait comprendre que c'était possible en fait, de faire ce métier. Bah, déjà, il y a mes parents qui m'ont toujours beaucoup poussé. Il y a, je pense que celui qui a vraiment été décisif, ça a été mon professeur d'art plastique au lycée. Un homme merveilleux qui s'appelle Jean-Pierre Adair, qui avait monté une salle d'art plastique avec un fonctionnement très particulier au sein du lycée. Ça s'appelait la salle 33. En fait, c'était contrairement à un cours d'art plastique où tu viens à des horaires réguliers, où il y a un cours et tout ça. Lui, le principe de fonctionnement, c'était que la salle 33 était ouverte pour tous les élèves, tout le temps, et tu pouvais y aller quand tu voulais, et tu faisais ce que tu voulais. Donc ça, c'était génial, parce que du coup, en fait, il y a plein de gens qui venaient, ça devenait notre deuxième maison. Donc en fait, c'est un endroit, tu venais, tu faisais ce que tu voulais, tu faisais plein de copains, dès qu'on avait une heure de libre, on allait là-bas. Donc c'était vraiment génial. Puis si tu savais pas quoi faire, lui il te guidait, il disait tiens, tu pourrais essayer ça.
Et il faisait aussi le journal, le magazine de l'école, donc ça paraissait assez irrégulièrement, hein, il en faisait un ou deux par an. Et puis dedans, il mettait les dessins des élèves, les BD qu'on faisait, les trucs comme ça. Et, et voilà, et bizarrement, c'était un petit entraînement, ça te montrait, ah, c'est possible, tiens, je peux faire des BD, ça peut paraître, voilà. Donc c'est un petit peu comme si c'était un petit peu le fanzine de l'école, quoi. Et vraiment, ça a été très décisif et je le remercierai jamais assez. C'était vraiment un homme formidable. Et je comprends pas pourquoi c'est pas quelque chose qui a été généralisé à l'ensemble du système scolaire, parce que Ça vous a donné envie et ça aurait bah, pu donner moi, ça plein m'a envie. donné envie et ça a donné envie à beaucoup d'autres élèves de l'école qui, du coup, ont suivi des carrières artistiques, alors qu'en fait, c'était pas du tout un lycée fait pour, arts et études ou tout ça. C'était juste comme ça. Ouais, mais ça a éveillé les carrières de beaucoup de monde. Donc vraiment, je pense que c'est un homme qui a changé la vie de beaucoup de gens. Et la dernière personne, je pense enfin pas la dernière personne, il y a une autre personne qui a beaucoup changé de choses pour moi, bah, c'est Babette Vimnet. Babette Vimnet, qui était à l'époque la responsable de l'école des Gobelins, où j'ai postulé un petit peu par hasard en fait. Je savais même pas que ça existait, une école de dessin animé, c'était un petit peu... Quand j'ai appris que ça existait, je dis, ça existe, il y a une école où on apprend à faire des dessins animés. Bon, ouais, j'y suis allé. Mais moi, j'avais rien préparé, en fait. Moi, je m'étais préparé je voulais faire de la bande dessinée, donc c'était pas machin. Donc, je suis allé là-bas un petit peu par hasard, et malgré le fait que j'avais un niveau de dessin qui était assez faible par rapport aux autres qui ont été pris, je m'en suis rendu compte après. Bon, bah, ils m'ont pris quand même, et je pense que ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, elle cherchait des gens qui avaient des choses à raconter, des choses à dire, et qui disaient avec beaucoup d'expressivité. Mm. Et apparemment, c'est ça qu'il y avait dans mes bandes dessinées. C'était très expressif et on sentait que bon, ouais, j'avais envie de raconter des choses, quoi. Et donc, je pense que c'est beaucoup grâce à elle que j'ai été pris, parce que mon niveau technique en soi, il était très faible. Donc ça, c'est pareil, c'est ma maman de l'animation. Je la remercierai jamais assez. Et puis la dernière personne, c'est celle qui m'a... donc il y a Jean-Pierre qui m'a permis de croire que effectivement je pouvais faire le dessin, ça pouvait être un métier. Il y a Babette qui m'a permis d'apprendre ça à l'école. Et après, tu as celui qui m'a vraiment appris le métier et Recentré bien sur les ouais, lettres. ce que c'est que le métier pas de réalisateur, parce qu'à l'époque lui-même n'était pas réalisateur et moi, je n'étais pas là, mais c'est Philippe Vidal, qui est décédé récemment là. Philippe Vidal. Philippe Vidal, c'est le réalisateur, c'est un réalisateur de dessins animés. Il a réalisé je sais pas combien de séries. Je suis sûr que tu en as forcément vu une. Il a réalisé la série de Garfield. Il a réalisé la série de Valérian, qui a été faite en... Voilà. Il en a fait, mais 150. Et c'est un homme très humble, très doux, et surtout d'un talent monstrueux, et d'une patience infinie. Et du coup, c'est lui qui m'a filé mon premier job. Alors que c'est pareil, je sortais de l'école, j'avais vraiment pas un très bon niveau. Mais je sais pas ce qu'il a vu dans ce que je faisais, mais il s'est dit, ah, lui, il a du potentiel, et il m'a pris, et il m'a vraiment tout appris, quoi. Et vraiment une certaine rigueur dans le travail, comment m'organiser, et je pense en 2 mois avec lui, j'ai appris presque plus en 2 ans qu'à l'école, en fait. Voilà, Il vous a bien. ah ouais, 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 vraiment, il m'a j'applique beaucoup Ses j'applique beaucoup ce capacités. qu'il m'a appris, en fait. Donc voilà, ça, c'est sans ces personnes-là, je pense que voilà, j'en serais pas là, quoi. D'accord. Pour arriver dans la naissance de Miraculous, comment est née l'idée de Miraculous? Bon, ça, c'est un peu parti, c'est un peu né comme une blague. À l'époque, je travaillais sur une autre série, et il y a une jeune femme qui a rejoint l'équipe. Et elle avait un t-shirt avec une coccinelle dessus, et on a commencé comme c'est la coutume dans les studios d'animation, on a commencé à s'échanger des blagues dessinées sur des post-it, en fait, des petits dessins rigolos. Donc on a commencé à s'échanger des dessins rigolos sur le thème de la coccinelle. Et sur un de ces post-it, j'ai dessiné elle en super-héroïne coccinelle. Et je me suis dit, ah,
Tu sais, il est vachement bien ce personnage. C'est bizarre, à bien y réfléchir. Je connais aucun super-héros, aucune super-héroïne basée sur la coccinelle. Il y a tout eu, le scorpion, la chauve-souris ou l'araignée pour les plus connus. Mais ça, vraiment, c'est un animal Inconnu. inconnu, tu vois. Et pourtant, moi, je suis un grand lecteur de comics, hein, je suis un grand fan de comics, je suis un grand collectionneur, donc je me dis, c'est bizarre quand même. Donc j'ai vraiment cherché, j'ai rien trouvé en fait. Vraiment rien trouvé, donc je me suis dit, là, il y a un potentiel, il y a un truc à faire. Et je me suis dit, ça peut devenir le Spider-Man Spider-Man des petites filles, quoi. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler là-dessus, à construire tout un univers autour de ce personnage. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Ladybug. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi Paris comme décor? Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, ça part d'une bonne intuition de mon producteur, Jérémy Zag. Parce que moi, à la base, je l'avais pas mis à Paris, tout simplement parce que, à l'époque, dans le dessin animé, la plupart des producteurs étaient très réticents à localiser l'endroit où vivaient les personnages. Au sens où On ils se voit pas disaient, beaucoup de dessins animés. si jamais on reconnaît l'endroit où vivent les personnages, ça va pas être acheté dans le reste du monde. Si on fait un truc qui a l'air trop français, ça se vendra pas. Et là où elle a été l'astuce géniale de Jérémy, c'est de se dire, mais ils sont fous. Ils sont fous de penser comme ça. Paris, c'est la ville la plus visitée dans le monde, ça attire tous les touristes du monde. Donc, au contraire, faisons un truc à Paris, et ça va créer un effet d'entraînement. Voilà. Et son intuition a payé. Ouais, et puis parce qu'en plus, c'était vachement raccord avec le concept. Paris, c'est à l'image d'une ville très romantique, de la ville des amoureux et tout. Donc c'était parfait pour c'était le décor parfait pour Miraculous, c'est l'histoire de Ladybug et le Chat Noir. D'accord, parce qu'on voit pas beaucoup de dessins animés, ou c'est pareil. Ben non, parce que je te dis, la plupart des producteurs ont peur de ça en fait. Ils ont peur qu'on reconnaisse que, tiens, ça se passe en France. Ils préfèrent un truc qui est vaguement occidental. Ça pourrait se passer en Italie, aux États-Unis, tu vois, donc. Mais du coup, ça n'a pas vraiment d'âme. Alors que si tu compares, ce qui est idiot, hein, parce qu'en fait, si tu compares avec les trucs qui marchent bien, qui généralement ont du succès et qui donnent envie aux gens, tu vois, avec les séries américaines, eux, ils assument totalement le fait de montrer que ça se passe aux États-Unis. Au Japon, ils assument totalement de montrer le fait que ça se passe au Japon. Corée, pareil. Chine, pareil. Les gens assument totalement leur culture et là où ils vivent. Et c'est ça qui fait. Et je pense que ça marche parce que du coup, ça sonne authentique. Alors que nous, c'est comme si on avait honte pas d'être français, mais on se dit non, on va essayer d'être le plus neutre possible, de rien raconter, parce que si on raconte rien, si on montre rien, bah, comme ça, on déplaira à personne. Ce qui est un peu con, parce qu'au lieu de se dire, tiens, je vais essayer de déplaire à personne, on pourrait se dire, tiens, je vais essayer de plaire à tout le monde. C'est quand même plus intelligent. Et je pense que bah, nous, quelque part, c'est ce qu'on a réussi à faire avec Miraculous. C'est pour ça que je pense que ça a pris un succès d'autant plus grand que le reste. Et tu vois, des séries dont je te parlais précédemment, sur lesquelles j'ai travaillé, et je te citais notamment Totally Spies et Kolyoko. Après, Wakfu, c'est un truc un petit peu plus à part parce que c'est de l'heroic fantasy, c'est pas situé dans le monde réel. Mais si tu prends Totally Spies et Kolyoko, Totally Spies, c'est totalement assumé que ça se passe aux États-Unis, à Beverly Hills. Et Kolyoko, c'est totalement assumé que ça se passe en banlieue parisienne. Et tiens, bah, comme par hasard, ça donne un cachet à ces deux séries, et c'est celles qui ont bien marché, quoi. Alors je dis pas que ça explique le succès de ces séries, mais je pense que ça y participe en fait. Ça donne comment dire, une fondation, une base culturelle qui, je pense, parle aux gens en fait. Mm. Je pense qu'il faut jamais avoir peur de ce qu'on est, et au contraire, c'est en racontant vraiment ce qu'on est qu'on arrive à toucher à l'universel, paradoxalement. D'accord. J'ai remarqué que vous avez glissé votre personnage dans Miraculous. Ouais. Bon, c'est un peu une blague, c'est parce que en fait, tout est parti de l'envie de réutiliser les images
d'un test d'animation qui avait été fait par Toei, qui est un gros studio japonais, qui est le plus gros studio d'animation japonais. Ils existent depuis 70 ans maintenant. C'est ceux qu'on fait Dragon Ball, les Chevaliers Zodiac, enfin, c'est le plus gros studio d'animation du monde. Jérémy, donc notre producteur, les avait contactés pour faire un test d'animation pour voir ce qu'il ferait, parce que lui-même est un grand fan d'animation japonaise. Et donc il nous avait fait un petit test d'animation de 3 minutes de Ladybug et Chat Noir en 2D, fait avec un style un peu japonais. Mais finalement, nous, on n'a finalement pas travaillé avec eux, on a plutôt fait une série en 3D. Mais du coup, on avait ces images-là, ces 3 minutes-là, on s'est dit, ça serait bien quand même de les utiliser un jour, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et du coup, on a imaginé une histoire où en fait, il y aurait un dessin animé qui serait fait sur Ladybug et Chat Noir, mais dans leur univers. C'est des super-héros populaires, donc il y aurait un dessin animé qui serait créé sur eux. Et du coup, ça nous aurait permis de réutiliser les images en 2D de Ladybug et Chat Noir. Mais du coup, s'il y avait un dessin animé qui était fait, il fallait bien qu'il y ait un réalisateur qui soit occupé de le fabriquer. Et on s'est dit, on a qu'à te mettre toi là, Thomas, toi t'es réalisateur de dessin animé, on va te mettre dedans, ça va être drôle, ça va faire un clin d'œil. Plutôt que de créer un personnage qui n'existe pas, voilà, on s'était dit que c'était marrant. Voilà, c'était vraiment juste ça. Après, il y a des gens qui ont vu une certaine forme de prétention et de mégalomanie, ce qui est pas du tout le cas en fait. Quand tu travailles dans l'animation, s'il y a bien un truc que tu apprécies, c'est le fait que ton œuvre est plus grande que toi en fait. Il y a beaucoup moins d'ego. Dans beaucoup de professions artistiques, il y a beaucoup d'ego qui rentrent en jeu, avec les gens qui aiment bien se mettre en avant. Mm. Dans le dessin animé, il y a beaucoup moins ça, parce que on voit pas nos têtes, on voit pas nos visages, on est juste des noms dans un générique au mieux. Donc voilà, ça aide beaucoup à faire en sorte de rester humble. Et souvent, quand je croise des gens qui me disent « Ah, je suis fan de ce que vous faites », je dis « je suis un grand fan ». Et je dis « Non, vous n'êtes pas fan de moi, vous êtes fan de Ladybug et Chat Noir. » C'est différent. Donc voilà, c'était vraiment juste... donc ça partait vraiment juste d'une petite blague, en fait. D'accord. Aussi, il y a une musique Miraculous. Ouais. Et c'est vous qui l'aviez produit? Non, ça c'est Jérémy, c'est Jérémy, pareil, le producteur qui s'en occupait, qui a une oreille très musicale. Donc c'est lui qui a composé le générique, qui s'occupe beaucoup de certains thèmes de la série. C'est lui qui a composé les musiques du film, et il travaille conjointement avec Noam, qui est un compositeur de musique, qui a travaillé sur énormément de séries, que ce soit en live ou en... Oui, voilà, notamment, ouais. Il a chanté le générique de Goldorak à l'époque où il travaillait avec Raïm Saban, qui est le producteur qu'on connaît essentiellement pour Power Rangers. Voilà, donc ils travaillent ensemble sur les musiques de Miraculous. D'accord. Comment vous avez trouvé les premiers producteurs de Miraculous? J'ai rencontré beaucoup de producteurs. À chaque fois, je leur montrais. J'avais pas grand-chose à l'époque, hein, j'avais juste des post-it. J'avais beaucoup de projets, et certains étaient beaucoup plus élaborés et aboutis que Miraculous. Mais à chaque fois, je montrais le peu de trucs que j'avais sur Miraculous, je voyais tout de suite que il y avait leurs yeux qui s'agrandissaient comme ça. Et je sentais bien que c'est un truc qui de toute façon plaisait très fort. Le personnage est tellement puissant en fait en lui-même que je voyais bien que tout de suite ça éveillait l'intérêt des gens, même si le concept, l'histoire était pas encore vraiment très figé. Et donc à chaque fois je leur montrais, voilà, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse? Ils me disaient ah ouais, mais immédiatement après le ah ouais, venait le ah ouais, mais faudrait le faire plutôt comme ci ou plutôt comme ça, et on me demandait de changer des trucs. Et Jérémy, ça a été le premier à me dire, justement, à pas avoir ce réflexe-là, à dire, lui, son premier truc, ça a été de dire, ah ouais, c'est génial, faut absolument qu'on le fasse. Vas-y, on va en faire. Alors je lui disais, ouais, moi j'aimerais bien que ce soit en BD quand même. Non, mais t'inquiète, on va faire des films, trucs. Et donc il est parti tout de suite dans un délire, mais complètement fou en fait. Mais voilà, ça a été le premier à pas me dire,
c'est bien, mais il faudrait que ce soit comme ça. Voilà. Et donc là, je me suis dit, ah, ok, avec lui, on va peut-être pouvoir faire des trucs sympas. Comment vous avez réussi à réaliser Miraculous sur TF1? Ça, c'était de longues discussions commerciales entre Jérémy, justement, et les chaînes de télé. Parce que dans l'animation, en fait, généralement, c'est un médium qui coûte très cher. Donc, généralement, avoir tout l'argent pour fabriquer, c'est très compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on va vendre le concept aux chaînes de télé. Donc, on va voir les chaînes de télé avec un dossier, on essaie de les convaincre de nous aider, et là, ils nous donnent de l'argent, et grâce à cet argent, on peut commencer à fabriquer. Je caricature un peu, mais en gros, c'est ça le principe. Et là, effectivement, de toute façon, il y a beaucoup de chaînes de télé, de la même manière que tous les producteurs étaient intéressés, il y a beaucoup de chaînes de télé qui étaient intéressées. Et puis finalement, ça s'est conclu avec TF1 parce que l'avantage de TF1, c'est que quand ils te prennent quelque chose, TF1, généralement, derrière, ils mettent vraiment une machine de guerre en place pour promouvoir la série. Là où sur d'autres chaînes, ils vont peut-être en faire un peu moins, ils vont faire moins de promos, moins de trucs En comme plus, ça. c'est la première chaîne. Hein. En plus, c'est la première chaîne, donc c'est celle qui a vraiment la plus grosse exposition. Mais à l'époque, c'était moins vrai, en fait. À l'époque, c'était plutôt le service public qui produisait plus et qui avait... voilà. Mais depuis, TF1 a vraiment changé de braquet. Et depuis maintenant, bon, vraiment, ils taillent des croupières à la concurrence. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'eux, ils nous ont pris Miraculous et tout de suite, ils ont fait une promotion de dingue pour que ça prenne de l'ampleur. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Parce que Miraculous, c'est sur Disney Channel aussi. Aussi, ouais. Mais ça, c'est Disney Channel, généralement, ils viennent en deuxième rideau. C'est-à-dire que généralement, en animation, d'abord, tu conclus un deal avec les chaînes Télévisé. hertziennes, c'est-à-dire avant qu'il y ait la TNT, il y avait 6 grosses chaînes, tu vois. Il y avait TF1, France Télévisions, enfin France 2, France 3, Canal+, M6 et Arte, quoi. Donc ça, c'est vraiment les chaînes historiques de la télévision. Donc c'est celles qui ont le plus gros budget, le plus gros audimat. Donc généralement, tu signes d'abord un deal avec ces chaînes-là. Et ensuite, tu vas avoir d'autres chaînes de télé pour leur demander aussi de l'argent. Et ces chaînes de télé auront le droit de diffuser Miraculous après Les grandes chaînes. que TF1 a diffusé la série. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça. Donc Disney Channel est rentré dans la boucle. Ce qui est intéressant avec Disney Channel, c'est que quand tu signes avec eux, après, eux, ils te diffusent dans pas mal de territoires aussi. D'accord. Donc ça, c'était bien. Puis ce qu'il y a de bien avec Disney, c'est que les gens qui travaillent au sein de Disney sont des gens extrêmement bien formés sur tout ce qui concerne le storytelling, le scénario, comment on raconte les histoires. Ils sont très professionnels là-dessus, donc quand ils lisent des scripts et tout ça, ils l'analysent, ils sont très pertinents, ils savent te donner des très bons conseils. Donc ça, voilà, ça a été très très bénéfique d'avoir Disney dans la boucle aussi. Ouais. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois quand vous avez vu Miraculous passer à la télévision? Je me souviens très bien parce que j'étais au Gobelin, donc l'école dans laquelle j'ai fait mes études de dessin animé, et justement à cette époque-là, je donnais un cours de narration. C'était plutôt un atelier, c'était pas vraiment un cours en soi, c'était sur la narration au sens large. Euh, et, donc j'ai demandé à l'époque aux élèves si, c'était un mercredi matin, j'ai demandé à l'époque aux élèves s'ils voulaient bien que là on fasse une petite pause dans le cours parce que du coup il y a le premier épisode qui allait être diffusé. Et voilà quoi. Et c'est vrai que à l'époque moi Miraculous n'existait pas encore, donc en fait moi j'étais personne, on va dire. J'étais juste un mec qui avait travaillé sur 2-3 séries télé, etc. etc. Donc on va pas dire que les élèves me prenaient de haut, mais c'est vrai que les Gobelins, c'est un peu considéré comme une école d'élite pour le dessin animé. C'est peut-être la meilleure école au monde pour ça. Donc généralement, les élèves qui rentrent dans cette école, ils ont pas un peu le melon, mais Ils ont déjà une petite expérience. non, pas tant une expérience que ça, mais c'est surtout que voilà,
ils se disent, bon, là, on est dans une grande école, c'est vrai qu'ils ont un excellent niveau de dessin parce il y a eu énormément de postulants, il y a eu un écrémage de fou. Donc ils se disent, ils se prennent déjà pour des, enfin ils sont déjà très talentueux, donc ils se prennent pas pour de la gnognotte, quoi. Et du coup, moi qui arrive et qui suis pas quelqu'un qui a fait du cinéma, je suis pas réalisateur de films ou tout ça. Du coup, bon, ce que je racontais, ce que j'essayais de leur enseigner, bon, je voyais bien bon, il y avait une certaine moitié qui était assez réceptive, mais puis il y avait l'autre moitié qui s'en fichait un peu. Et pendant que je filais cours, ils faisaient des dessins pour alimenter leur blog, leur Tumblr, voilà quoi. Et donc quand j'aurais demandé s'ils voulaient bien qu'on regarde le truc et qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, bon, on a diffusé, mais j'ai bien vu que la moitié regardait pas, ils s'en foutaient, ils disaient ouais, c'est une série pour enfants, parce qu'on en a l'affiche. Voilà, mais bon, une fois que ça a été diffusé et que ça a commencé à prendre, tiens, bon, bah, ça, c'est bizarre là. C'était plus vu de la même manière, puis j'ai commencé à recevoir des demandes de stage et tout ça. Parce Donc, que Miraculous, c'était dans les années 2010, 2016. première diffusion, ça a été diffusé c'était en 2015. Ouais. 2015. Ouais, j'ai commencé à travailler dessus avec Jérémy à peu près vers 2010. Ouais. 2010. Donc on a mis 5 ans avant enfin 2 ou 3 ans avant de vraiment pouvoir lancer ça en production, et 5 ans après, et puis 2-3 ans après, pareil, c'était à l'écran. Ça prend beaucoup de temps. L'animation, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Les gens ne se rendent pas compte, je pense, du temps que ça prend de faire un dessin animé. C'est beaucoup plus long que de faire un film ou une série On va y en revenir live. après. Ouais. Alors, on va arriver dans la catégorie succès mondial. Parce qu'aujourd'hui, Miraculous est connu partout dans le monde. Est-ce que vous aviez imaginé un tel succès fou? Non, je pensais que ça allait marcher parce que le personnage est fort, donc je pensais que ça allait marcher, mais que ça marcherait autant et surtout aussi vite. Ça, j'aurais jamais imaginé. C'est de voir à quel point c'est devenu un phénomène en l'espace d'un an ou deux, où tout d'un coup, on m'invite dans des conventions partout dans le monde. Et puis les gens me demandent, mais où est-ce que je peux trouver des jouets? Où est-ce que je peux trouver des costumes? Mes enfants me demandent, est-ce que je peux trouver le costume de Ladybug? Du coup, ils sont obligés de demander des trucs, de commander des trucs en Chine, des contrefaçons, parce qu'en fait, rien n'existe, en fait. Quand tu lances une première saison, généralement... Il n'y a pas, c'est la première saison, il n'y a pas grand-chose. Bah non, parce qu'en fait, tous les fabricants de jouets ou ceux qui font du merch, ils attendent de voir si ça a du succès. Et si ça commence à avoir du succès, ils disent, ah, ça vaut peut-être le coup de fabriquer des jouets. Tu vois, tout se fabrique pas en même temps. Donc c'est vrai qu'il y a eu un laps de temps entre le début de la diffusion de la série et les premiers jouets ou trucs officiels. Il y a eu une espèce de laps de temps où les gens étaient là, genre, ah, j'en veux, tu vois, il me faut des produits. Et c'est là où en fait, il y a beaucoup de fans qui ont fait des choses par eux-mêmes. Ils se sont fait leurs propres costumes, leurs propres bijoux, voilà. Donc ça, c'était incroyable. C'est incroyable de voir l'ampleur que ça a pris aussi vite. Bah, du coup, pour en revenir, quelle a été la réaction la plus incroyable d'un fan? La réaction la plus incroyable d'un fan, ça je saurais pas dire parce que... Une réaction qui vous a surpris. Non, mais moi je trouve déjà que de voir qu'il y a autant de gens qui se sont emparés de la série et qui ont commencé à faire des dessins, des fanfictions, des trucs comme ça, ou qui prennent le temps de me faire des dessins pour me les donner lors des conventions et tout ça, déjà ça, je trouve ça absolument gigantesque. C'est-à-dire que quelqu'un voit quelque chose à la télé et décide de prendre de son propre temps pour créer quelque chose. Moi déjà je trouve que c'est énorme dans un monde où l'économie de l'attention où l'attention des gens c'est un truc qui
qui est vachement recherché, où il y a beaucoup de sollicitations de la part de tout le monde, hein. Tout le monde se bat pour capter l'attention des gens, jeux vidéo, réseaux sociaux, séries télé, tout ça. De voir que les gens prennent le temps juste de faire des dessins ou des petits trucs comme ça. Moi, déjà, je trouve ça merveilleux, et chaque dessin qu'on m'offre ou chaque lettre que je reçois, ça me touche énormément, quoi. Parce que voilà, en fait, c'est du temps que les gens t'offrent, en fait. Ouais. Moi, je trouve ça inestimable. Et puis c'est vrai que de temps en temps, lors de certains événements où je fais des séances de signature, il y en a certains même qui se mettent à pleurer d'émotion. Ça, je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou. Mais tout simplement parce que moi, je suis pas une rockstar, je suis pas mon propre produit, en fait. Tu vois, comparativement à un acteur ou les acteurs, hein, Ouais. ou les chanteurs, ou les chanteuses, tout ça, ou les mannequins, tu vois, qui sont des gens qui sont leur propre produit, en fait. Moi, je Là, suis pas mon propre produit. Moi, ouais. mon produit, je le sors de moi, voilà, c'est un dessin animé, et donc quelque part, une fois que c'est lancé, voilà, je m'en distancie, quoi. Donc voir que le fait de me rencontrer, ça pouvait susciter la même réaction que pour des rockstars ou des trucs comme ça, je trouvais ça assez pas injustifié, hein, c'est pas le mot, mais tellement démesuré par rapport à la vision que moi j'ai de ma propre position, ou de mon propre statut en tant que réalisateur. Voilà, c'est assez touchant. C'est assez touchant. Ce qui est voilà, après, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de m'apercevoir que telle ou telle chose dans la série résonne beaucoup avec les gens, de voir que ça touche autant les filles que les garçons, que ça touche autant les petits que les grands. Alors que souvent, le dessin animé, c'est des choses qui sont programmées pour toucher vraiment soit les filles, soit les garçons, les petits de tel âge à tel âge, ou les plus grands, les ados de tel âge à tel âge. Et voir que nous, on touche tout le monde, en fait. Donc Finalement, ouais, ça a touché les enfants. ouais, donc ça veut dire que tu réunis devant le canapé du salon, tu réunis dans le canapé du salon, devant l'écran, plein de générations, enfin, tu touches vraiment tout le monde, quoi. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment, ça, c'est très précieux. Très précieux. Ou tu vois, par exemple, je me rappelle cette fan qui était d'origine chinoise, et qui était venue me voir déguisée en Marinette, et qui m'avait dit voilà, je vous remercie parce que ouais, j'avais fait un épisode où Marinette, on montre qu'elle sait pas parler, mandarin, en fait. Elle sait pas parler chinois. Il y a son oncle qui vient de Chine et qui lui parle très mal français, et elle a jamais appris à parler chinois. Et elle disait ah, merci beaucoup de montrer ça, parce que les gens partent du principe que les parents nous ont appris la langue. Alors qu'en fait, bien souvent, pas du tout. Et voilà, de montrer que ça aussi, c'est une réalité, que des fois, bah, il y a de l'héritage culturel qui se perd Ah dans oui. voilà, ça, c'est important c'est important de montrer ça, quoi. Ça veut pas dire qu'on n'est pas fier de notre héritage culturel, mais que des fois, il y a des choses qui se perdent, comme ça, ou qui sont pas enseignées, qui sont pas transmises. Voilà, et elle était très émue à cause de ça, elle pleurait dans mes bras, c'était touchant. Pour entrer dans les coulisses du dessin animé, combien de personnes travaillent sur un épisode? On va dire qu'au total, ça fait presque 200 personnes. Ah, quand même. Ouais. Et quelles sont les grandes étapes d'une création d'épisode? Alors, il faut, pour la création de l'épisode, de l'écriture du scénario jusqu'à l'épisode fini, il y a globalement 3 grandes étapes. Il y a ce qu'on appelle la pré-production, la production et la post-production. La pré-production, c'est toute l'étape où on conceptualise les choses, c'est-à-dire on prépare le travail. Donc c'est là où on va écrire l'histoire. En fait, c'est l'étape où on fait tous les documents préparatoires. Donc c'est l'écriture du scénario, c'est le storyboard basé sur ce scénario, c'est les designs des personnages, c'est voilà, c'est toutes ces étapes préparatoires. Après, il y a la production en elle-même. La production, c'est vraiment toute l'étape où on fabrique vraiment l'image.
on arrive vraiment à l'image finie. Voilà. Donc j'omets volontairement beaucoup d'étapes parce qu'en 3D, il y a vraiment beaucoup d'étapes de travail, beaucoup plus qu'en 2D. Et puis finalement, une fois que l'image est finie, commence la post-production. Donc là, c'est où on va rajouter le son sur l'image. Donc il y a tout ce qui est foley et sound design, c'est-à-dire tout ce qui est bruitage. Il y a l'enregistrement des voix, naturellement. Et puis ensuite, il y a le mixage. En fait, on récupère le foley, le sound design et les voix, et on fait le mix. Et les gens ne se rendent pas compte, mais l'impact d'un essai animé se fait beaucoup à la post-production. Il se fait pas tellement sur la quantité de travail est beaucoup plus importante sur la production de l'image, comparé au temps de travail qui est pris sur la post-production. Mais, en tout cas pour moi, l'impact réel du produit se fait vraiment à la post-production. C'est parce que, en fait, le son est un dictateur terrible. Mais ça, tous les réalisateurs te le diront quand tu lis un petit peu les écrits des grands réalisateurs, quand tu écoutes Orson Welles te parler du cinéma, ou Hitchcock, ou tout ça. Tout le monde te dira, en fait, le cinéma, c'est de la musique, c'est de l'opéra. Donc, en fait, tout se gère au son, tout le rythme se gère au son. Et c'est vrai, en fait. Si tu mets... T'as beau avoir la plus belle image du monde, si tu mets un son pourri dessus, t'auras l'impression de regarder un truc cheap. Après, si t'as une image un peu cheap, mais que tu fais une très bonne post-prod dessus, avec un très bon son, une très bonne musique, tu vas avoir l'impression de voir un truc cool. Mais ça, c'est comme... et ça, tu le vérifies, par exemple, quand tu regardes un film de kung-fu ou une bagarre dans les westerns, dans les vieux westerns. Tu vois, quand tu le regardes, tu vois, il y a les... paf, paf, t'as les impacts, t'as les trucs comme ça, tu vois. Donc tu dis, waouh, c'est super cool. Ou tu vois, quand il se prend le coup, t'as l'autre qui recule, tu dis, waouh, il s'est pris une rousse, là, machin. Mais fais le test, et puis tu le prends, et puis tu le regardes sans le son. Et là, tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, il se loupe de 30 cm. Ah, quand même. Tu le vois, tout d'un coup, tu le vois. Tu vois qu'en fait, il se touche pas. Et tu te dis, mais c'est ridicule. Ah ouais. C'est ridicule ce que je suis en train de regarder. Et puis en fait, tu remets le son, et puis là, t'as le... Et tu dis, ah bah non, c'est pas possible, il l'a frappé. Bah non, c'est le son. C'est pour ça que je dis que le son est un dictateur. Le son dicte à ton cerveau, il l'a tapé. Alors que tes yeux voient bien qu'il l'a pas tapé. Parce qu'on entend des bruits... Parce que le bruit est plus fort que le son, est plus fort que l'image. Et voilà. Et donc c'est en ça que le son un bon travail sur le son est primordial. Le sound design, c'est ce qui va donner chair et réalité aux images. C'est-à-dire que si ton sound design est pourri, si par exemple il manque un bruit par rapport à l'image, tu vas avoir l'impression qu'il manque quelque chose et que ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que par exemple en dessin animé, quand il y a un mouvement de caméra, quand la caméra tourne comme ça, qu'on fait un zoom, on est obligé de rajouter un petit... Comme si on voulait signifier que la caméra bouge. Ça, tu le fais pas en live. Quand tu le fais en cinéma de prise de vue réelle, t'as pas cette nécessité-là. Mais en dessin animé, tu en as besoin. Si ça y est pas, il manque un truc, c'est pas vivant en fait. Donc en cinéma d'animation, il faut faire comme si la caméra était vivante. Et donc pour rendre les choses vivantes, il faut mettre un bruit, donc on bruite la caméra. Donc le sound design te donne la chair, il te donne la matière, ça te donne l'impression que ça existe. La musique, c'est autre chose. La musique, elle est là pour te dicter l'émotion que tu dois ressentir. Là aussi, c'est un terrible dictateur, la musique. Si sur la même séquence et avec le même bruitage, tu mets une musique triste, tu vas avoir l'impression que tu regardes un drame. Si tu mets une musique comique, tu as l'impression que tu regardes une comédie. Donc il faut faire très attention dans le choix de tes musiques, parce qu'en fait, tu peux complètement changer le sens de ce que tu es en train de raconter, rien que grâce à la musique. Ça peut être un film d'action, mais qui fait comédie. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Et alors que ça se trouve, à l'écran, il y a rien de drôle. Mais comme en fait, tu mets un truc drôle, tu mets une musique drôle, bah, les gens vont se dire, ah, c'est de la comédie, et du coup, tu peux inconsciemment raconter des choses horribles.
Tu peux être en train de raconter que, tiens, là, je sais pas, je vais prendre une caricature, mais il y a une séance de torture avec une musique de comédie, et tu dis, torturer les gens, c'est drôle. Tu vois, voilà. Mais c'est ça le pouvoir de la musique, en fait, c'est que ça te dicte tes émotions, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la musique, il faut vraiment le soigner à mort et l'utiliser avec parcimonie. Donc même quand t'es pas sûr de ton propos, vous savez, des fois, il vaut mieux retirer la musique pour laisser le spectateur se poser ses propres questions et tirer ses propres conclusions sur ce qu'il est en train de voir, plutôt que d'essayer de lui dicter l'émotion. Si tu mets de la musique, ça va dicter l'émotion, c'est obligatoire. Et donc, quelque part, la musique, c'est ce qui te donne le sens, c'est ce qui donne le sens à l'histoire. C'est en ce sens-là où Orson Welles disait que le cinéma c'était de l'opéra. Hein, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans, quoi. Et après, il y a les dialogues. Et alors, les dialogues sont importants naturellement, mais de ces trois trucs-là, c'est, je pense, le moins important. Parce qu'en fait, les dialogues sont juste là pour donner des explications, en fait. C'est juste là pour transmettre des informations et pour expliquer les choses. Parce qu'en fait, la comédie, c'est pas tant le jeu du comédien qui va te le donner, ça va plutôt être la musique et le rythme de l'image. Voilà, donc c'est... Ça peut être aussi par les paroles. Non, c'est vraiment, c'est le... Oui, bah bien sûr, il y a des vannes qui peuvent être rigolotes, bien sûr, mais vraiment, c'est un travail très... Sur les dialogues, c'est vraiment un truc souvent très informatif. En gros, c'est ce qui va te permettre de faire comprendre au spectateur ce que ni les bruitages ni les musiques ne suffisent à faire comprendre. Voilà. Mais c'est pour ça que ça, c'est un travail qui est sur le son, c'est un travail mais qui est colossal et qui est souvent, en France particulièrement, sous-coté et sous-évalué. Et vraiment, donc et en plus, souvent, comme on prend beaucoup de retard sur l'image, du coup, le temps imparti sur le son est compressé. Du coup, on est obligé de bâcler un petit peu cette étape-là. Et ce qui est vraiment très dommageable, parce qu'en fait, au contraire, c'est cette étape-là qu'il faudrait soigner à mort, en fait. C'est ça qui fait que ton truc donne l'air d'être pro et convaincre les gens qui sont en train de regarder un truc qui marche bien, quoi. Et bon, voilà, je sais que c'est contre-intuitif, hein, tu vois, on parle de dessin animé, donc on se dit, bon, bah, en fait, c'est ça, c'est l'image qui compte, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Tout est sur le rythme. Et donc, le rythme, et donc, ça veut dire que c'est de la musique. Donc, tu vois, par exemple, c'est tout ce qui est chess cartoon, tu vois, genre, chess cartoon, c'est un genre de cartoon, genre Bip Bip et le Coyote, Tom et Jerry, ou les productions de Xylam, par exemple. Où souvent d'ailleurs, t'as pas de dialogue, tu vois, donc comme quoi tu peux raconter une histoire et transmettre des choses sans qu'il y ait besoin de dialogue. Mais du coup, tout se joue sur les bruitages et la musique. Les bruitages, c'est quand le coyote se casse la gueule ou tout ça, donc il faut qu'il y ait un impact quand il se prend un gros... voilà. Et la musique pour venir rythmer la chose. Et puis pour venir rythmer le truc, et surtout, bah, c'est le rythme de défilement des images où il faut savoir être rapide, accélérer, ralentir, voilà, et c'est comme de la musique. Et moi, souvent, quand je fais mes montages, donc je fais les montages sans le son, en fait, et donc moi, je me fie beaucoup à mon oreille, en fait. Je monte à l'oreille, je m'imagine les bruitages, et je m'imagine la place qu'il faudrait pour tel et tel bruitage, et donc je laisse plus ou moins des images fixes ou des moments de lenteur où j'accélère parce que je sais comment derrière, au son, ça va être géré. Et ça, c'est particulièrement visible quand tu fais de la comédie, où la comédie, vraiment, c'est un truc qui se joue que sur le rythme. C'est ce qu'avait très bien compris un mec comme Frank Capra, voilà, où vraiment, par exemple, il demandait à ses acteurs de jouer un petit peu plus rapide que la normale, ou limite de se couper la parole, c'est-à-dire de faire un truc pas naturel, c'est-à-dire que les gens connaissaient leur ligne de dialogue à l'avance, mais il leur demandait de jouer comme s'ils ne s'écoutaient pas. Parce que normalement, quand tu te parles, généralement, tu attends que la personne ait fini pour comprendre l'intégralité de la phrase,
et puis pour intégrer, comprendre ce qui a été dit, et donc ensuite répondre. Bah, Franck Capra, lui, leur demandait de limiter ce temps-là. Donc en fait, les gens se donnent la réplique comme s'ils s'écoutaient pas, et c'est pas naturel en fait. Normalement, t'aurais pas dans la vraie vie, tu pourrais pas parler comme ça. Mais Oui. du coup, ça fait un effet et les Simpsons, ça joue un peu là-dessus aussi. Et du coup, t'as un effet là d'accélération du rythme qui fait que ça donne un truc très, très comique. Et c'est vrai que moi, je l'ai testé, hein, des fois, un gag, ça joue à 1 ou 2 images près. Je dis même pas au quart de seconde, un truc comme ça. Ça se joue à 1 ou 2 images près. À 1 ou 2 images près, ton gag, il marche pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est parce que soit tu laisses pas au spectateur le temps de rire au gag, et du coup t'enchaînes trop vite avec une autre action, et ce qui fait qu'en fait, il a pas eu le temps de réaliser que ah tiens, là il y avait un gag. Il y a un petit moment où là il faut que je me marre avant qu'on reparte sur autre chose. Voilà, s'il y a des trucs comme ça sur la comédie, c'est vraiment Un détail. c'est un détail, je te jure. Des fois, je peux passer 10 minutes à essayer de régler le timing pour être sûr que, tiens, ça va être drôle. Et sinon, ouais, c'est un moment, tu sens que le rythme est pas bon et c'est pas drôle. C'est tout un art, hein. C'est bon soi. Donc les gens qui font de la comédie, qui font du cartoon comme ça, c'est des gens qui ont un sens du timing et de la musique qui est souvent ça va de pair en fait. D'accord. Désolé, je suis un peu long, je m'étale un peu, mais quand on me pose des questions sur des trucs qui moi me passionnent C'est et pour le normal. coup sur lequel je m'y connais un peu parce que je l'ai beaucoup pratiqué, du coup je peux en parler très longuement. Quelle est votre partie préférée dans le dessin animé? Euh, J'aime beaucoup l'écriture du scénario, ça c'est très intéressant. Mais là où je prends le plus de plaisir, c'est vraiment au storyboard et à l'animatique. C'est vraiment la partie où on met en image l'histoire. Parce que c'est là où tu peux tester à l'avance. L'animatique, en fait, c'est le storyboard, mais filmé. Donc en fait, c'est comme si tu faisais les premiers dessins et que tu commençais déjà à gérer le rythme. Donc tu peux commencer déjà à mettre quelques bruitages. Voilà. Et donc ça c'est vraiment une partie qui est géniale parce que tu peux faire plein d'expériences que tu peux pas faire par la suite après parce que tu n'as plus le temps. Et c'est là où tu gères vraiment. Tu fais le brouillon de l'épisode en fait. Et après, cette animatique va servir de document de travail pour le reste de la production, vraiment pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une partie qui est primordiale et que j'aime beaucoup, sur laquelle j'aime beaucoup travailler. Parce que c'est comme si tu faisais ton propre film sans avoir besoin de tout le monde. Donc en fait, tu as toutes les casquettes. Tu es animateur, sound designer, tu fais tout un peu à la fois. De manière très brouillonne, hein, très rough. Mais tu gères tout et ensuite c'est ce truc-là que tu livres aux autres et que ensuite ils vont suivre. Donc ça c'est vraiment une partie vraiment que j'affectionne. Après tout le reste, jusqu'à la livraison de l'image finale, je dois avouer, euh, j'aime bien mais ça m'ennuie un peu. C'est très technique. Tout ce qui vient après le storyboard c'est des étapes très techniques que je sais faire, qu'il faut faire, mais qui sont assez fastidieuses en fait. Donc ça, j'y prends pas particulièrement de plaisir. Euh, et après, le sound design c'est une étape qui est très intéressante, mais très technique aussi, mais très intéressante. Donc ça, j'aime beaucoup travailler avec l'ingé son pour là-dessus. Après, il y a l'enregistrement de voix avec les comédiens qui est vraiment très très agréable, parce que c'est très marrant. Mais ma partie préférée vraiment sur la post-production, c'est le mix. Parce que sur le mixage, c'est vraiment là où comment t'expliquer si je devais prendre une analogie euh, avec la musique, tu vois, quand tu vas assister à un concert à la Philharmonique, tu vois, qu'il y a tout l'orchestre qui est là dans la fosse, les gens sont arrivés, il y a le chef d'orchestre qui arrive, et puis voilà. On se rend pas compte de tout le travail qu'il y a avant, tu vois. Il y a Oui. le compositeur qui a écrit la partition, c'est très sympa, le mec il s'est éclaté, il a fait son truc. Il y a la... Chaque musicien qui est venu est un cadre dans son domaine, il a En fait révisant, des années, c'est un expert. Donc chacun a des années d'études derrière soi, et puis il a étudié la partition et tout ça, et ils ont fait des répétitions et tout ça.
Mais arrive le jour du concert, et puis là, t'as le mec, il monte sur son estrade, il a sa baguette, et là, tu te lances dans le grand bain, tu vois. Et c'est là où tu vois enfin l'œuvre se réaliser. Elle n'existe pas avant, l'œuvre. C'est des petits bouts de papier, c'est des notes sur une partition, c'est des gens qui ont pris le truc. Mais c'est le jour où tu le joues comme ça, et où tu guides les gens pour le faire, que l'œuvre commence vraiment à exister. Et pour moi, quand j'arrive au mix, voilà, c'est ce moment-là, en fait. Faut tout prendre et tout coller. Voilà. Et c'est comme si, après, vous, ce que vous aviez à la télé, c'est comme si vous aviez la captation du concert. Mais pour moi, une fois que c'est enregistré, c'est dans la boîte, c'est passé à la télé, pour moi, c'est déjà fini, en fait. L'épisode, il s'est fabriqué au mix. Et c'est vraiment... et c'est pour ça que là, je dis souvent que le réalisateur, c'est le chef d'orchestre, en fait, parce que c'est... au-delà de la musique, quelque part, c'est comme si tout est... T'avais une partie de l'orchestre, c'était ceux qui ont fait l'image, t'as ceux qui ont fait les voix, ceux qui ont fait le sound design, ceux qui ont fait la musique, et puis t'as ces 4 choses-là, qui sont là devant toi, et t'es avec l'ingé son, et tu dis, allez, on y va. Tadam. Et donc là, il y a l'image qui défile, et puis tu dis, ah, qu'est-ce qu'on va mettre en avant là? Non, là, faut qu'on entende les voix. Non, là, par contre, là, on s'en fiche des voix, là, faut qu'on entende les bruitages. Là, on s'en fiche du reste, là, c'est la musique qui doit prendre le dessus. Et tu fais ça sur tout l'épisode, et à la fin, hop, l'épisode est fini, tu regardes, et tu peaufines, tu vois. Parce que du coup, c'est... Chacune de ces parties, tu vois, donne des informations différentes. Donc il faut choisir quelles sont les bonnes informations que tu donnes à quel moment au spectateur. Est-ce que là, tu dois lui donner des informations? Est-ce que là, tu dois lui donner des émotions grâce à la musique? Est-ce que là, tu dois lui faire comprendre que non, là, c'est le bruitage qui prime parce qu'il y a des destructions et qu'il faut bien qu'ils comprennent que même si on les voit pas à l'image, mais qu'elles sont hors champ et que tu as les personnages qui sont là à l'écran qui font genre « Oh !» parce qu'ils voient des explosions en champ, faut qu'on entende les explosions. Donc c'est là où faut mettre l'accent sur le sound design. Donc c'est là où tu joues à ça. Et donc c'est ça, c'est une étape qui est indescriptiblement importante et sous-évaluée. Et moi, je me rends compte quand je vais au cinéma ou quand je regarde la télé, quand je vois à quel point, souvent, le mix sur les productions françaises est dégueulasse, mais dégueulasse. Je te dis, mais c'est pas possible, en fait. On peut pas travailler comme ça, quoi. Je vais prendre juste un exemple sur Mikido, la première série sur laquelle j'ai travaillé. Il y a un épisode qui s'appelle La petite graine. Alors, si vous savez utiliser Internet, vous pourrez le retrouver facilement sur Internet. Je crois que ça passe sur Molotov aussi. Il y a un épisode qui s'appelle La petite graine, où en fait les enfants, c'est un monde dans lequel tout le monde a des super pouvoirs, et les enfants ont tous un super pouvoir à la naissance, et voilà, donc c'est un petit peu une série qui se passe à l'école, mais sauf que chaque enfant a un super pouvoir. Et là, ils ont mais ils se posent quand même des questions de gamins, et là, l'épisode s'appelle La petite graine, parce qu'ils se demandent comment, tout d'un coup, leur maîtresse est enceinte, et donc elle va avoir un bébé, elle doit passer des examens, et donc ils se disent « Ah, bah ouais, et du coup, comment on fait les bébés, quoi ?» Et puis ils ont chacun leur théorie, ils disent « Bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, moi, mes parents m'ont dit qu'on fait comme ci, comme ça, voilà. » Et puis il y a quelqu'un qui dit « Non, mais c'est parce qu'en fait, il faut mettre une petite graine, et puis c'est la petite graine qui pousse, et voilà. » Et justement, il y a un des gamins, son pouvoir, c'est de faire pousser les plantes. Et donc là, il commence à se dire « Ah ouais, mais c'est moi, j'ai déconné, j'ai dû mettre une petite graine sans faire exprès. » Et voilà. Et donc, là, comme les enfants sont livrés eux-mêmes, parce que la maîtresse, elle est partie faire ses examens médicaux, ils commencent tous à péter un câble, ils disent « Ah là, faut que j'enlève cette petite graine, et puis il y en a une autre, elle. » Enfin bon, bref, ça devient un bordel indescriptible. Et ça finit en classe, où finalement les élèves sont réunis en classe, et puis c'est un chahut monumental, et la maîtresse arrive, et elle voit ce chahut, elle fait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là tous les élèves commencent à expliquer « Mais c'est parce que il s'est passé ça, machin, mais non, mais c'est pas vrai !» Et puis en fait, tout le monde y va, et puis ça finit dans plein de trucs, un brouhaha colossal, et puis la maîtresse elle fait « Stop !» Et là quand t'écris stop, la caméra recule, et on finit dans l'espace, où on voit la Terre dans l'espace, tellement elle a crié fort. Ah oui. Et donc, l'ingé son me montre le travail qu'il a fait sur cette séquence, et le mec a super bien fait son boulot, à savoir que à chaque fois qu'un personnage parle, il l'a bien isolé, donc on entend bien ce qu'il veut dire, et tac, et tac, et tac, et tac. Et donc quand elle écrit « Stop !»
stop, tu vois. Il a fait attention à ce que ça aille pas dans le rouge, dans les potards, histoire, voilà. Et donc voilà, il a très bien fait son travail d'ingénieur du son, de manière très scolaire. Et je lui ai dit, bah écoute, c'est super, t'as fait un excellent job, mais on va devoir tout refaire. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, bah parce qu'en fait, t'as loupé le gag. Parce que t'as bien fait ton job, et donc au mix, t'as rendu tout intelligible, alors que justement, le gag, c'était qu'il fallait que tout devienne inintelligible, et que la maîtresse vienne casser ça. Donc en fait, au lieu d'isoler chaque dialogue, il aurait fallu que tu me fasses des superpositions de dialogues, que ça arrive jusqu'à un brouhaha où on ne comprend plus rien. Elle me dit, ouais, mais les chaînes de télé vont me dire qu'on comprend plus rien. Je dis, c'est le but. Et si les chaînes de télé disent qu'on comprend plus rien, eh ben je leur dirais, oui, c'est le but, c'est le gag. Et du coup, c'est pour ça que la maîtresse, elle dit stop, silence. Elle dit silence. Tu vois, silence. Et du coup, quand t'écris silence, la caméra recule, et une fois que la caméra a reculé, là, tu m'as mis une espèce de bruit d'espace avec des bloup, tu vois, comme des bruits de satellite. Je lui ai dit, tu m'enlèves tout ça. Je veux qu'on ait du vrai silence. Il me dit, ouais, mais on n'a pas le droit. Parce qu'en fait, il faut que dans les chaînes de télé, ils vérifient les niveaux sonores, donc il faut qu'il y ait toujours un mini bruit ou un truc comme ça. Je fais, si tu veux, mais dans ces cas-là, tu le baisses vraiment au minimum, histoire que ce soit détectable par la machine, mais pas par l'oreille humaine. Ah d'accord, et donc il me refait tout ça, et effectivement, on a cette grosse montée dans le brouhaha, mais limite, ça devient difficilement supportable, tu vois, physiquement, et du coup, la prof dit « Silence !» et tu casses tout d'un coup, tu casses tout, t'enlèves tout. Et là, il y a un long blanc, et que tu ressens physiquement. Et là, le gag marche. Là, c'est drôle. Ah oui, là, c'est bien. Et donc, tu vois, et là, ça, c'est un gag qui est uniquement dû au mixage. C'est à ça que sert le mix. C'est là où tu racontes l'histoire. Et c'est le chef, et j'ai fait mon travail de chef d'orchestre. Tu vois, c'est comme le chef d'orchestre, il dit, ah là, plus haut, là, tel instrument, vas-y, dessus, vous, par contre, là. Ben là, j'avais fait mon travail de chef d'orchestre. Et du coup, j'avais donné du sens à l'épisode en faisant ce travail de chef d'orchestre. Donc c'est en ce sens-là où cette étape-là, elle est fantastique, parce que tu pourrais dire, bon, bah finalement, j'ai tous les éléments, tu vois. J'ai l'image, j'ai les bruitages, j'ai les voix, j'ai la musique, bon, bah c'est fini, tu vois. On met tout ça là, voilà, et puis on envoie ça aux chaînes de télé et c'est fini. Pas du tout, en fait. C'est Pas du tout. complètement autre chose. L'épisode se crée là, et tu peux raconter des choses totalement différentes à cette étape-là. Rien que par exemple en choisissant un moment d'enlever les dialogues. Et donc tu vois que les personnages parlent, disent des trucs genre. Et ils ont l'air d'être tristes par exemple. Et puis toi, du coup tu montes pas les dialogues et tu laisses juste la musique, il n'y a plus les bruitages. Et puis du coup tu as juste une musique électrique et tu sais pas ce qui s'est passé. Ils doivent se raconter des trucs horribles. Et, tu vois, et en fait tu peux raconter la même histoire de 50 000 manières. Et c'est rien qu'à cette étape-là que tu le détermines. Et c'est en ce sens-là où, moi, ça, pour moi, cette étape-là, C'est elle incroyable. est merveilleuse, merveilleuse. Et moi, en plus, j'ai pas été formé à ça, en fait. Quand tu travailles dans l'animation, quand tu fais des écoles d'animation, le son est un impensé total. Total. Donc toi, t'es vraiment formé pour faire de l'image. On t'apprend à faire bouger des personnages, tout ça. Donc t'es fabriqué de l'image, tu sais faire. Par contre, le son, impensé total. C'est ouais, Donc, c'est fatal. donc souvent, moi j'ai débarqué là à ces étapes-là de post-prod, on m'a même demandé, tiens, est-ce que tu veux t'en charger? Ou pas? Si tu veux pas t'en charger, c'est pas grave. On va laisser faire les autres, tu vois. Je dis, non, 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 je veux le faire, enfin, c'est important, quoi. Et, mais du coup, j'ai vraiment appris sur le tas. Parce qu'il y a rien qui te prépare à ça, quoi. Et mais du coup, je comprends aussi pourquoi il y a très peu de réalisateurs qui s'investissent dans cette étape-là aussi. C'est parce qu'ils sont juste pas formés ou ne serait-ce que sensibilisés à ça. Alors qu'en fait, c'est primordial. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un truc que j'ai vraiment chopé sur le tas et que j'ai appris sur le tas et vraiment, ça a été une découverte incroyable. Incroyable. Je réalisais pas, je savais déjà que le son était important, mais pas à ce point-là, en fait. Pas à ce point-là. Pour moi, le son, c'est 70% d'un objet audiovisuel. Vraiment. Mais de toute façon, ça se sent, hein, un film ou un truc audiovisuel dans lequel il n'y a pas de son du tout, tu te dis, c'est pas fini.
Alors une pièce radiophonique, un radioplay, ça passe. T'as pas d'image, mais tu te dis c'est fini. Voilà. Donc c'est pour ça que le son peut suffire à lui-même, l'image ne peut pas se suffire à elle-même, c'est impossible, sauf en photographie. Mais à partir du moment où ça bouge, l'image ne peut plus se suffire à elle-même. Il faut que ça bouge, donc doit y avoir du son. Je sais pas pourquoi, mais s'il n'y a pas de son, ça vit pas. Le son, c'est la vie. D'accord. Ouais, désolé, encore je suis un peu long, je m'étais un peu... L'inspiration et l'avenir. Pour voir, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui Euh, dans le dessin animé ou alors Alors, de manière positive, plus grand chose, parce que en fait, je travaille tellement que j'ai vraiment plus beaucoup le temps de regarder des films, de jouer aux jeux vidéo, de lire des BD. C'est vraiment. Donc, ça, c'est vraiment mon grand regret. J'arrive pas à me libérer du temps pour tout ça. Mais du coup, ce qui m'influence beaucoup, c'est l'actualité, parce que je continue malgré tout à m'informer sur l'état du monde. Et l'état du monde qui est vraiment pas très reluisant en ce moment, où on voit que j'ai l'impression de vivre dans un film où les super vilains ont gagné. Je sais pas comment arriver à renverser la vapeur. Enfin, j'essaie avec mon dessin animé d'essayer de raconter des choses positives et de dénoncer un peu tous ces trucs-là. Mais voilà, du coup, c'est plutôt l'actualité qui m'inspire et j'essaye d'y trouver de l'énergie pour raconter des histoires et que ça devienne une source d'inspiration pour l'histoire qu'on raconte. Et du coup, je pense aussi quand même que ça participe du succès de la série parce que du coup, je pense que les gens ils trouvent des clés de compréhension ou en tout cas d'analyse de leur quotidien. Je pense que ça les aide aussi par rapport à l'époque un peu sombre dans laquelle on vit. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets en ce moment qui sont Ouais. en cours Ouais. Oh, bah, j'ai toujours plein de projets en cours. Par contre, j'ai pas le temps de travailler dessus. Mais c'est vrai que ce que j'aimerais faire là, c'est si je devais arrêter Miraculous, j'ai un projet de film là, que je voudrais faire, de dessin animé. Pareil que pas forcément très comique, mais ce serait un film de science-fiction. Voilà, donc j'ai déjà l'histoire, mais maintenant il faudrait vraiment que je le mette en chantier. J'ai déjà trouvé des producteurs, mais il me faut juste le temps en fait. Il me faut le temps. Et ça dépendra de Miraculous. Voilà. D'accord. Et puis bah, effectivement, il y a l'actualité de Miraculous, il y a le fait que là on est en train de... Là, on avait juste une seule série, et là, maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on essaye d'avoir 3 séries au minimum en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est-à-dire que on va essayer d'avoir une méta-histoire sur 3 séries. C'est-à-dire que pour avoir la totalité de l'histoire, il faudra regarder les 3 séries en même temps. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas suivre chaque série indépendamment, mais quand on les aura vues toutes les 3 en même temps, ce sera beaucoup plus riche, et ça permettra de mieux comprendre tous les ponts qu'il y a entre elles, comparativement à ce qu'ils font avec Marvel ou Star Wars, où ils font plutôt des caméos, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a un personnage de là qui arrive là, mais il n'a pas forcément une grande influence sur l'histoire, tout ça. Là, vraiment, on essaie d'avoir une histoire Des personnages qui font quelque chose dans l'histoire, Ouais. mais qui ont... Et puis surtout que en fait, les 3 séries en même temps, les 3 séries avancent ensemble et racontent une seule et grande même histoire. D'accord. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est un gros challenge et j'espère qu'on va y arriver. Mais du coup, là, on est en train de développer ça, et c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps de travail. Parce qu'il faut imaginer les personnages qu'il y aura, Ouais. les histoires et tout. Ouais, et puis juste sur une seule série, mais sur 3 à la fois, ouais. Donc c'est beaucoup... Mais bon, ça, c'est pas le problème, c'est pas de trouver ces choses-là, parce que les gens me demandent souvent comment vous faites pour avoir l'inspiration, pour vous renouveler tout le temps. Je dis ça, les idées, on n'en manque jamais en fait. Ce qui manque, c'est toujours le temps pour arriver à les mettre en œuvre. C'est surtout ça qui manque. Je sais que je mourrai avec les 3 quarts de mes idées, les 3 quarts de mes projets qui verront jamais le jour. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, j'en aurais fait quelques-uns, et au moins, avec Miraculous, je sais que j'en aurais fait un qui a encore marqué les gens. Donc ça, c'est déjà pas mal. Peut-être que c'est un truc qui me survivra, j'espère. On verra. Et pour revenir sur Miraculous, est-ce que vous avez, en ce moment, vous pensez avoir une suite?
Ouais, bah déjà, nous, on est en train de travailler sur la saison 7 et on a de toute façon un truc qui est prévu au moins pour aller jusqu'à la saison 11. Au moins jusqu'à la saison 11. Plus au minimum 3 saisons de chacune des autres séries. Donc, ouais, ça, on va aller plus loin. Plus peut-être éventuellement un film. On va voir. Et est-ce que vous auriez un message à faire passer à tous ceux qui regardent cette interview et qui regardent aussi Miraculous? Ouais, j'ai envie de dire, voilà, il faut se battre pour construire un monde meilleur, toujours. Faut jamais lâcher. Pour, par exemple, si ceux qui rêvent et dessinent et... Bah, il faut y aller, et surtout, le plus important, quand vous vous lancez dans des carrières artistiques, il faut pas se focaliser sur la technique. Ça, c'est une erreur. Parce qu'on se dit toujours, je suis pas assez bon, je suis pas assez, j'ai pas assez de technique. Ah, c'est quoi, quel outil, le truc. En fait, on s'en fiche, en fait. Mais ça, on s'en aperçoit plus tard. On s'en aperçoit plus tard. Mais c'est pas ça qui est important, en fait. L'important, c'est ce que vous voulez raconter. Ce que vous avez envie de raconter, ce que vous voulez raconter, et comment vous allez réussir à le raconter. Ça, c'est le plus important. C'est au-dessus de tout. Après, vous pouvez avoir un niveau technique pourri et les pires outils du monde. C'est pas grave. Parce qu'en fait, si ce que vous racontez est très personnel et intéressant et fait sens, peu importe la technique, ça touchera les gens. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de se focaliser sur, si vous vous lancez dans des carrières artistiques, c'est pourquoi vous voulez faire ce truc-là. Et la réponse à ça, c'est, est-ce que vous voulez le faire par mégalomanie, par ego? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez le faire parce que vous voulez être aimé? Et en gros, c'est parce que vous voulez être une star. Ce qui vous intéresse, c'est le statut que la carrière artistique va vous donner. Et là, je peux vous le dire d'avance, ça ne marchera pas. Ça arrive à une personne sur 1 million. Donc, c'est certainement pas ça qu'il faut chercher. Et puisque c'est faire de l'art pour de mauvaises raisons. Et en revanche, c'est parce que vous avez des choses à raconter, des choses à dire, et en tout cas des envies. Il y a tel sujet qui vous plaît, vous avez envie de raconter de ça. Vous avez envie de parler de cette expérience que vous avez vécue, ou juste parce que vous avez créé un monde dans votre tête et vous avez envie de le voir exister. Voilà, donc si vous embrassez une carrière artistique au service d'un projet et pas au service de votre propre ego, bah là, vous avez de fortes chances pour que ça marche. Et en tout cas, de jamais être déçu de ce que vous allez faire en empruntant cette voie-là. Toujours être... Parce que ça marche ou pas, vous serez toujours fier de ce que vous êtes en train de faire. Et vous serez, voilà. Alors que si vous faites ça par ego, si jamais vous n'avez pas de retour, vous allez être très vite déçu, et de toute façon, vous allez finir par l'abandonner, cette carrière artistique. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été motivé. Ce qui m'a toujours motivé, c'est le projet. C'est jamais ce que j'ai jamais regardé le salaire ou la boîte, machin. Ce que j'ai toujours dit, c'est tiens, ce projet-là, ça, j'ai l'impression que je peux me marrer dessus. J'ai l'impression que ce serait intéressant de travailler dessus. Et vraiment, je me suis toujours focalisé là-dessus, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Toujours se focaliser sur ce qu'on a envie de raconter, sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de transmettre aux autres. C'est pour ça qu'on fait des carrières artistiques, c'est parce qu'on a envie de donner des choses aux gens. Et pour la dernière question, qu'est-ce que vous direz à vous, petit? La même chose, continue, te prends pas la tête avec les techniques. T'iras beaucoup plus vite. Pour terminer cette interview, j'ai une dernière question un peu spéciale. Est-ce que vous pourriez accepter de me dessiner avec Chat Noir et Ladybug? Ouais, bien sûr, on va faire ça. Ouais, c'est faire ça. D'accord. How am I gonna make a man out of you? What's gonna make that pistol shoot?
in a stagecoach in the night. Ain't no stopping, ain't no stalling. We're gonna ride till we get it right. Oh, finger on the trigger, nothing to lose. Fork in the road, baby, you get to choose. Now I say, go and ride, cowboy, ride. Merci beaucoup Thomas Struck d'avoir pris le temps de m'inviter chez vous. C'était un honneur pour moi. Ça me fait plaisir. Et merci de m'avoir encore parlé de Ladybug et Chien Noir. Donc c'était sur Zion News. Au revoir.